L'origine, j'avais envie de faire une mosaïque d'assez grande taille. Et en fait, j'ai cherché sur Internet. Je voulais une mosaïque romaine, mais les mosaïques romaines, elles sont un peu figées et je ne trouvais pas tellement mon bonheur. Et tout à fait par hasard, il venait de découvrir en Turquie une mosaïque assez récemment. Ça faisait juste une dizaine d'années. Et je suis tombé sur cette mosaïque qu'on appelle la jeune bohémienne de Zeugma. Et j'ai été tout de suite attiré, subjugué par cette mosaïque. Je trouvais une expression assez unique pour une mosaïque romaine. Et vraiment, j'étais tout de suite séduit. Et je me suis dit, je veux faire cette mosaïque. Mais je savais que c'était un challenge parce que d'une part, j'avais jamais fait de mosaïque de ma vie. Donc c'était pour moi une toute première expérience. Et donc je savais pas trop comment réaliser ça. Mais donc j'ai tout d'abord réalisé un croquis. Un croquis, mais je ne savais pas quelle était la taille de cette mosaïque. J'ai recherché sur Internet, voir si je trouvais un peu plus de détails sur les dimensions. J'ai acheté un livre sur Zeugma et impossible de trouver cette taille. Alors j'avais quand même un peu de mal à imaginer si c'était une petite ou une grande, très grande mosaïque. À l'endroit où ils ont découvert ça, à Zeugma, le site s'appelle Zeugma, ils ont découvert des villas avec des mosaïques qui sont immenses, c'est-à-dire des mosaïques de 10 mètres sur 10, et j'avais vraiment de mal à imaginer quelle était la taille de cette mosaïque. Enfin, donc moi, je voulais faire quelque chose d'assez grand, donc j'ai entrepris de faire une mosaïque qui fait à peu près 2,50 m par 1,25 m. Et donc, j'ai tout d'abord fait un croquis parce que je voulais que ce soit cette mosaïque soit la plus fidèle possible par rapport à l'œuvre originale pour respecter le travail de ce grand artiste. Une fois que le croquis était achevé, je ne sais pas ce qui m'a... Il fallait bien que je commence par quelque chose. Et c'était assez difficile de commencer à définir quoi. Et en fait, ce que j'ai fait, j'ai commencé par les yeux. Ce qui était assez audacieux parce qu'en fait, les yeux, c'est presque la partie la plus délicate de cette œuvre. C'est là où il y a justement l'expression, la plus grande expression. Et puis, c'est, je dirais, le dynamisme de cette œuvre. Donc, j'ai commencé à faire les yeux. Et ensuite, c'est là que j'ai pris conscience que chaque tesselle, en fait, devait être taillée pour s'emboîter les unes dans les autres. Donc, chaque tesselle a été taillée minutieusement pour restituer ce regard. La pupille, les tesselles sont tout à fait dans le sens, je dirais, d'une courbe et d'un arrondi. Donc rien n'est carré. On voit tout de suite le relief qui est donné. Et il fallait donc que dans chaque œil, on voit la forme morphologique du visage. Ainsi, par exemple, on voit que ici, chaque tesselle épouse la morphologie réelle du visage. On voit une légère bosse ici, une légère bosse ici. On voit le creux là, ici, et on voit que cette forme est absolument indispensable si on veut créer un visage. Sinon, si on fait un assemblage de carrés ou de rectangles, on ne peut pas obtenir cet effet. Donc la difficulté de cette mosaïque, ça a été justement de tailler les tesselles les unes par rapport aux autres et qu'elles épousent réellement les formes, la morphologie de ce visage. Les tesselles, c'est des carreaux de céramique
Et c'était assez difficile parce que en fait dans la céramique il faut trouver les bonnes nuances. Donc en fait j'ai eu la chance qu'à côté de chez moi j'ai un Emmaüs. Un Emmaüs, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, parce que qui habitent à l'étranger, Emmaüs a été fondé par un abbé, l'abbé Pierre, et donc le but c'est d'aider toutes les personnes en difficulté qui n'ont pas de travail et qui sont, je dirais, non intégrables dans la société, et il fallait leur donner un moyen de subsistance. Donc en fait, cet abbé Pierre a eu l'idée de créer Emmaüs, et l'idée c'était de récupérer toutes les choses dont les gens n'ont plus besoin. Alors ça peut être des meubles, ça peut être de la vaisselle, de toutes sortes d'objets, aussi bien des télévisions que je dirais, des livres, mais également dans cet Emmaüs, ils récupèrent beaucoup de mosaïques qui leur sont données par des gens qui achètent de la mosaïque ou des artisans, et il reste des chutes, 1 m², 2 m². Donc en fait, mon travail, dans un premier temps, a été de justement constituer un stock de céramique correspondant aux nuances que je recherchais. Donc et il faut que une nuance, un bleu ne s'accorde pas avec n'importe quel bleu, ou un violet ne s'accorde pas avec n'importe quel violet. Donc il fallait avoir, je dirais, un œil de coloriste pour que les nuances s'accordent tout à fait bien. Je sais que j'ai eu des difficultés, par exemple, pour trouver les nuances de chair. Donc la chair, ça peut être blanc un peu crémeux, ça peut être blanc un peu orangé. L'intérêt aussi de cette mosaïque, c'est que outre l'expression qui est absolument extraordinaire, mais c'est surtout le travail d'ombre. Et vous voyez que, par exemple, les ombres ont été portées, et ça, c'est assez unique. On voit, par exemple, ici, l'ombre qui est du nez, l'ombre de la chevelure qui est ainsi de suite. Et dans la mosaïque romaine, c'est absolument unique. C'est-à-dire le créateur qui a fait ça, c'était une première mondiale. Donc, qu'on dise que s'il s'agit de la Mona Lisa du Moyen-Orient, oui, parce qu'en fait, ce mosaïste, pour moi, est comparable à Léonard de Vinci. C'est-à-dire que il y a une telle créativité qu'à l'époque, c'était absolument unique de voir ça. Donc, c'était un immense créateur. Et quand on voit ce qui a été fait là, cette œuvre, on prend conscience que, de toute façon, il a dû y en avoir d'autres. Parce que une œuvre comme ça, elle se distingue parmi toutes les autres. Donc, malheureusement, le site a été noyé. Et je ne sais pas si, dans l'avenir, on aura l'occasion de retrouver d'autres mosaïques. Mais c'est un peu comme Léonard de Vinci, où il reste 12 ou 13 tableaux. Donc, dans le cas présent, peut-être qu'on aura la chance de retrouver dans la région, en Mésopotamie, en Syrie peut-être, ou en Jordanie, peut-être son travail. Cette mosaïque a été découverte dans une villa romaine qui était somptueuse. Il est évident que le propriétaire de cette villa, c'était un des très grands notables, un des plus grands notables de la ville. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que cette mosaïque interpelle, parce qu'en fait, elle représente déjà quelqu'un du peuple. C'est une zigane ou une jeune bohémienne, donc qui n'entre pas dans les canons du goût des notables de l'époque. Donc il fallait vraiment que ce notable soit séduit par la créativité de cet artiste, pour qu'il lui passe une commande de quelqu'un
un genre de bohémienne qui interpelle la société et qui même interpelle le pouvoir. Donc en fait, le client. Je trouve ça assez extraordinaire pour l'époque que d'une part ce client romain, qui était certainement quelqu'un d'immensément riche, ait passé une commande à un artiste qui, je dirais, interpelle la bourgeoisie, interpelle cette classe dirigeante. C'est un peu pour moi, un peu comme le Caravage, qui était quelqu'un de, je dirais, de farouchement opposé à la société, qui combattait tout le monde et qui, pour la première fois, par exemple dans le cadre du Caravage, a représenté des saints dont il trouvait des personnages dans les ports. C'était des prostituées qui représentaient ensuite des religieuses. Et donc voilà, cet artiste pour moi est tout à fait comparable à Léonard de Vinci, et puis le Caravage. Donc c'est un immense artiste. Je suis très très content que on ait décidé de lui attribuer le nom, la Mona Lisa du Moyen-Orient, parce que je trouve que dans l'art de la mosaïque, c'est une preuve unique et mondiale d'un talent extraordinaire. Donc, il faut rendre hommage à ce créateur. Après, ce qui m'a également animé, c'est que j'ai un lien très fort avec la Turquie et que je connais depuis maintenant 40 ans. Je connais une grande partie de la Turquie et à chaque fois je suis très admiratif de ce peuple et j'ai eu la chance de nouer des amitiés solides avec des Turcs qui m'ont bien rendu cette amitié. Et donc pour moi, c'était un hommage au nom de cette amitié franco-turque et de ce peuple que j'apprécie beaucoup. Donc j'ai voulu un peu, au titre de cette amitié, faire cette œuvre un peu unique. Je suis assez, je dirais, content du résultat parce que pour moi, elle est très fidèle à l'œuvre initiale. J'ai pas voulu volontairement refaire le bas parce que le bas a disparu aussi. Et donc, j'ai volontairement laissé le bas comme ça. Donc, maintenant, cette mosaïque, l'œuvre originale est au musée de Gaziantep. J'ai appris que, en fait, elle faisait 75 cm par 45 cm. Donc, en fait, elle est très petite. Très petite, mais ça ne change rien. Il fallait la reproduire fidèlement. Donc j'ai fait ce long travail. Ça a représenté à peu près plus de 2 à 3 mois de travail. Chaque carreau, chaque tesselle a été taillée par jour. À l'époque, j'étais assez malade et je ne pouvais pas bouger. Donc j'étais pendant à peu près 2-3 mois, je pouvais très peu bouger. Donc j'étais souvent assis. Et ce qui fait que par jour, je m'assignais une tâche, c'est-à-dire de faire un carré de 10 cm sur 10 cm. Donc c'est ce qui a été fait. C'était un travail très long, mais je m'y suis tenu pendant 3 mois à peu près. Et ça représente à peu près plus de 30 000 tesselles qui ont été taillées. Donc voilà, c'est en hommage à cette amitié franco-turque et j'espère que j'aurai la chance un jour d'aller à Gaziantep et puis de venir découvrir cette œuvre qui m'a beaucoup ému. Et voilà, donc pour rendre mon respect d'un artiste à un autre artiste
le monde entier devrait admirer. Voilà.